Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. La correspondance du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République le 6 avril 2021 au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, répercutant les hautes directives du chef de l'État, prescrivant l'ouverture d'une enquête judiciaire et celle du 22 avril 2021 du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, au ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, lui demandant de lui faire parvenir les pièces d'investigation de la Chambre des comptes de la Cour suprême, ont permis à l'opinion publique d'être au courant du scandale lié aux malversations financières autour de la lutte contre le coronavirus. Le premier rapport d'audit de la Chambre des comptes sur l'utilisation des ressources du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus retient à l'encontre des responsables du ministère du MinSanté et du MinRési sous réserve des conclusions à tirer de la phase de contradiction, des procédures de gestion de fait, des fautes de gestion et d'autres susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale. Ces nombreux dysfonctionnements constatés par la haute juridiction dans le système organisationnel et les irrégularités dans la gestion financière ont amené le chef de l'État à prescrire l'ouverture d'une enquête judiciaire contre auteurs, co-auteurs, complices des malversations financières dans la foulée. Selon le porte-parole du gouvernement, des membres du gouvernement et d'autres personnalités ont été appelés à rendre compte devant les institutions compétentes, au nombre desquelles le ministère en charge du contrôle supérieur de l'État et la Chambre des comptes de la Cour suprême. La chaîne est longue et l'opinion publique veut avoir ample information sur les différents maillons de la chaîne. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouflé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Enquête contre auteurs, co-auteurs et complices. Qui est visé dans cette prescription du président de la République? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Paul Eyoum. Bonsoir, Paul. Bonsoir à Serge-Alain, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous soient, bonsoir aux co-panélistes et à Madame le proviseur du lycée de Bépanda, parce que son établissement, une fois de plus, est le premier établissement public secondaire aux examens officiels. Voilà, là nous sommes à la veille de l'examen. Est-ce que ça arrive pas un peu tard, vos félicitations à l'endroit de Madame le proviseur? Les statistiques sortent toujours aussi tard. On a toujours déploré ça, même pour les examens. Vous savez que les enfants... Pourquoi là-bas ça traîne? Je n'ai jamais compris pourquoi. Parfois, vous avez le bac 97 qui sort après, c'est 2003, quand celui 98, 99 n'est pas sorti. On n'a jamais vraiment compris le système au niveau de... Donc le classement des meilleurs établissements sort toujours... Et le classement, lui, sort toujours après le mois de mars, avril, généralement. C'est donc toujours en... Est-ce que ce n'est pas un facteur motivant pour amener les autres à... Ouais, motivant. Oui. Moi, je me rappelle mes premières années au secondaire, le lycée de Bépanda était catalogué comme un lycée qui abritait un peu les délinquants. Oui. Je crois à partir de 2007 ou 2008, la tendance a complètement changé. On a radicalisé au niveau de la discipline. Oui. On a mis un certain nombre de... Et c'est pas le même proviseur, hein? Le proviseur, justement, c'est une politique... Qu'est-ce qui fait le succès du lycée de Bépanda? C'est la politique qui a été mise en place. C'est le lycée de Bépanda est un laboratoire que nous devons étudier pour mettre en place une politique identique dans les établissements. Donc vous dites que le lycée de Bépanda doit faire l'objet d'une étude? Tout à fait, d'une étude. Parce qu'il ne peut pas rester pendant une dizaine d'années premier lycée public. Et dans un quartier comme Bépanda. Comme Bépanda, justement. Oui. Mais il faut étudier ça. Il faut étudier Bépanda. Voilà. Bonsoir Jean-Claude Yout. Bonsoir M. Serge Alain Autour, bonsoir à l'ensemble des co-panélistes et bonsoir aussi à vos millions de téléspectateurs. Le RDPC, à travers le président national, nous nous félicitons du choix des différents proviseurs parce que nul n'aurait été la clairvoyance du choix
du proviseur du lycée de Bipanda. Nous ne serons pas en train de nous féliciter de cela. Et ça montre également que la politique. Non, monsieur Yot, ce n'est pas le président Biya qui nomme les proviseurs. Il faut donner à César ce qu'il y a à César. C'est un membre du gouvernement il faut apprécier le travail de madame. Nous sommes en train d'apprécier, mais il faut quand même le dire. C'est le président qui l'a nommé, mais il faut quand même dire, madame Nalova Lyonga, il faut le dire. Oui, mais voilà, donc ce que vous avez dit. Et bien avant elle, d'autres. Il y a le ministre Ngalay qui est passé par là, qui a nommé. C'est même pas le ministre, c'est Bipanda qui réussit. Nul n'aurait été la clairvoyance de celui qui nomme dans le cadre discrétionnaire. Nous n'aurons pas cette chaîne en cascade qui apporte ce succès-là aujourd'hui. C'était juste pour continuer à dire à M. Paul Eyoum qu'effectivement, il y a une politique de visibilité, de compétitivité qui est mise en place. Parfois, ça marche parce qu'en réalité, nous avons des porteurs de cet élan patriotique. Parfois, ça ne marche pas parce que les intérêts individuels priment souvent sur l'intérêt communautaire. Mais c'est pour tout simplement vous dire que vous pouvez vous rassurer que le président de la République veille et continuera à veiller. Ok. Comme il veille sur les auteurs, les co-auteurs et les complices. Le RDPC est très attentif par rapport à toute cette démarche-là. Voilà, on en parle tout à l'heure. Nous attendons les décisions judiciaires. Voilà, non, le président demande qu'on ouvre une enquête sur les auteurs. Barista Ndongé, welcome. Thank you, Mr. Serge Alain. Merci infiniment. C'est toujours un plaisir renouvelé de partager des moments de réflexion sur la chaîne du peuple, Equinox Télévision. Je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour dire bonsoir à Sa Majesté Frongam Nonying Serge, qui est le chef de la communauté Bacham de Douala et qui fait beaucoup pour sa communauté. Et j'ai saisi également l'occasion pour dire bonsoir à cette majorité silencieuse des Camerounais qui meurent sans avoir la parole, qui meurent dans les hôpitaux pour des factures impayées, parfois sont séquestrés pour régler ces factures. Nous sommes de tout cœur avec vous. L'espoir, c'est la seule chose qui fait vivre. On espère qu'un jour ça va changer. Vous souffrez alors que nos milliards sont détournés au niveau du haut sommet de l'État. On espère que les choses vont vraiment bouger. Bonsoir, Dr. Lucien Chomba. Bonsoir, Serge Alontou. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi, si vous allez avec gré, de saluer le fan club Dr. Lucien Chomba, installé en haute mer, à offshore Robéré, et dont le président est Eye Ndomba Albert, qui d'ailleurs suit cette émission. Je salue également mon collègue, Dr. Tchagerdé, qui nous a offert un très beau mariage ce week-end, et à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi également de saluer les autres copanélistes. Ok. Voilà, ils ont parlé du lycée de Bipanda, mais nous, on parle de ses auteurs, co-auteurs et complices. Qu'est-ce que le président de la République, lorsque on parcourt cette lettre en date du 6 avril 2021 du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, il dit que le président de la République prescrit l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices connus dans les malversations, ce qu'on appelle aujourd'hui le Covid-Gate. Qui est auteur, qui est co-auteur, qui est complice? Merci Serge-Alain. La question que vous posez m'invite forcément à apporter un éclairage conceptuel sur les expressions que vous avez citées tout à l'heure, l'auteur, le co-auteur et le complice. Je pense que je parle sous le contrôle d'un avocat praticien. Un auteur, c'est celui qui commet personnellement l'infraction. C'est-à-dire que, je prends un exemple simple, quand vous lui donnez 10 000, s'il destine les 10 000 à faire autre chose, là, on peut estimer qu'il y a une faute de gestion. Or, s'il prend les 10 000 et il les empoche, on peut parler de détournement. Oui. Donc, un auteur, c'est celui qui pose personnellement l'infraction. Or, un co-auteur, c'est celui qui participe à la commission de l'infraction, avec autrui ou avec bien d'autres. On parle donc de co-auteur. Or, un complice, c'est celui qui joue un rôle intellectuel dans l'accomplissement d'une infraction. Par exemple, qui peut vous apporter des idées,
qui peut vous apporter au-delà des idées, il peut vous apporter... Et là, on va parler facilement de complicité intellectuelle. Justement, c'est-à-dire que, écoutez, si vous avez 100 francs, et que quelqu'un, vous dites à quelqu'un, voilà les 100 francs que j'ai eu, il vous dit non, pour mieux explorer ces 100 francs, autant ne pas les mettre dans la gestion du Covid, orientez-les peut-être à vous acheter des paires de chaussures. Là, c'est un complice. Il a participé à la commission de l'infraction. Alors, lorsqu'on définit donc toutes ces expressions qui conditionnent d'ailleurs le titre de cette émission, on se rend bien compte que l'auteur... Docteur Lisien Somba, et celui qui a surfacturé? Oui, celui qui a surfacturé, justement, est là dans une faute, ça peut être considéré comme une faute de gestion. Non, parce il est auteur, co-auteur ou complice? Non, il est dans ce parce qu'il faut destiner l'auteur initial l'auteur initial qui est celui à qui, par exemple, on a destiné le fonds, et l'auteur destiné. Par exemple, on a vu, le ministre de la Santé a dit, il a fait une délégation, vous voyez, à son secrétaire chargé des... Voilà, là, nous sommes dans une autre logique. Ça veut dire que de l'auteur destiné, c'est-à-dire qu'à qui on a destiné les moyens pour pouvoir exercer une mission précise. Donc, dans le cas de l'espèce, celui qui surfacture peut être dans une logique également d'une commission de l'infraction, donc peut être un auteur, parce qu'en réalité, il manipule l'argent de l'État hors de la destination initialement prévue. On peut donc le considérer dans ce moment, le donner la cour en auteur. Puisque je vous indiquais tout à l'heure que l'auteur, c'est celui qui commet personnellement l'infraction. Alors, c'est jalons tout. Le problème que vous soulevez aujourd'hui nous permet de comprendre qu'une république digne de cette appellation ne saurait fonctionner sans ses ressources humaines, ses ressources financières. Et dans le cadre de la lutte contre le Covid, comme c'est le cas, il faut rappeler le fait que le Fonds mondial international nous donne une somme de 180 milliards. Et à partir de là, on se rend compte que, au lieu que cet argent puisse servir à soigner et à juguler, à lutter contre le Covid-19, cet argent a pris plutôt des voies peu orthodoxes. Et c'est ce qui justifie donc une enquête judiciaire. Parce que quand on aboutit à l'enquête judiciaire, cela veut dire que toutes les enquêtes préalables, c'est-à-dire administratives, à travers les comptes rendus de la Chambre des comptes, on aurait même pu associer ici, j'allais dire la commission de discipline budgétaire et financière, qui peut également jouer un rôle important dans cette recherche de la vérité. Alors, quand on a achevé avec cette phase qui se voudrait administrative, c'est vrai qu'on a vu le rôle important qu'a joué la Chambre des comptes. Vous savez, la Chambre des comptes fait partie des trois structures qui organisent, en fait, qui ramènent la Cour suprême, c'est-à-dire la Chambre administrative, la Chambre judiciaire et la Chambre des comptes. Donc, à partir de là, on a achevé dans cette procédure et le président de la République demande donc d'engager des voies judiciaires, c'est-à-dire des voies qui seront à soulever devant les instances juridictionnelles. Et pourquoi le président de la République le fait? Parce qu'il y a lieu d'indiquer une chose, parce que les gens se posent bien la question de savoir pourquoi le président de la République. Alors la Constitution nous dit que le président de la République est garant de l'indépendance de la justice. Et vous savez, il préside le Conseil supérieur de la magistrature. Il nomme et révoque les magistrats. Donc, à partir, il accorde le droit de grâce. Donc, à partir de là, le président de la République a un rôle très important dans sa relation avec la justice. D'où donc, il a donc la compétence tribunicienne pour engager ces procédures, pour demander l'engagement de ces procédures judiciaires. Voilà. Le président de la République qui demande l'ouverture d'une enquête judiciaire, mais beaucoup ont parlé de l'interférence du pouvoir exécutif dans le judiciaire. Maintenant, oui, c'est Jalin. Peut-on même penser que les magistrats pouvaient s'auto-saisir par rapport à ces... Pourquoi attendre que ce soit le président le président de la République, qui vient demander l'ouverture d'une enquête judiciaire? C'est tout à fait normal que le président de la République, en tant que chef président de la République, engage ce genre d'action, parce qu'il est le garant, selon la Constitution, des fonds alloués par le Fonds monétaire international. Et vu sous cet angle, il est en droit de demander à la justice de se saisir de l'affaire. Et revenant donc à la question qui nous est posée tout à l'heure, s'agissant des auteurs, des co-auteurs et autres, je voudrais ajouter à la suite du docteur Isomba qu'il faudrait également faire le distinguo entre auteur personne physique et auteur personne morale. Parce que nous avons réalisé dans le cas de la Covid Gate
qu'il y a beaucoup d'auteurs moraux. Par exemple, une société comme Medline, qui est engagée dans plusieurs, je peux dire, scandales financiers. C'est une personne morale. La question à un moment donné peut être de savoir si cette société, en tant que personne morale, qui poursuit exactement, et quand on a en face de soi une société comme Medline, personne morale, le responsable doit être normalement poursuivi. Donc, pour dire, et le complice également, c'est celui-là qui aide intentionnellement l'auteur de l'infraction à commettre son forfait. Cela veut dire que quand nous allons entrer dans la chaîne, nous voyons par exemple, dans le cadre de la COVID-19, le cas des hôtels qui ont réceptionné un certain nombre de passagers venant de l'extérieur et qui aujourd'hui ne sont pas encore, certains d'entre eux ne sont pas encore payés. On va faire des enquêtes si l'argent a été décaissé ou pas, et qui l'a reçu, et tout la personnalité, du moins la responsabilité pénale de tous ces auteurs doit être engagée. Je prends également le cas d'une compagnie comme Pharma, c'est quoi? Yao Farm Sal, qui, dans le rapport de la Chambre de compte, est bénéficiaire d'un marché de 440 millions, quelque chose de ce genre, je peux me tromper sur les chiffres, et que jusqu'aujourd'hui, à date, ce marché n'est pas encore livré. Des responsabilités doivent normalement être engagées. Peut-être le marché n'a pas été livré lorsque le rapport était bouclé. Mais vous êtes sûr qu'entre temps, ils n'ont pas cherché bon, c'est la question qui se pose, mais la Chambre de compte, dans son rapport d'État, au moment où il fait son rapport d'État, parle de la contradiction. Qui peut, il y a une phase de contradiction qui peut permettre de lever cet équivoque. Mais avec les éléments que nous avons sous la main, nous sommes en droit de dire que le marché n'a pas encore été livré conformément au rapport qui nous a été fourni par la Chambre de compte. Ok. Jean-Claude Diotte, lorsque le président demande que les auteurs, co-auteurs et complices qu'il y ait une ouverture d'une enquête, ça veut dire que le président est quand même, on va dire, déçu. Ce n'est pas ce qu'il attendait. Quand le président tape du poing sur la table, ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Le président est bel et bien dans son rôle. Oui. Et puis maintenant, nous avons reçu, c'est-à-dire les uns les autres, on peut lire un rapport d'étape de la Chambre des comptes. C'est un rapport d'étape qui est beaucoup plus dans un sens à charge. Alors, ceux qui sont les mis en cause sont les membres du gouvernement en exercice. Sur les hautes personnalités, selon le ministre a dit. Ils sont des membres du gouvernement. Non. Membres du gouvernement et autres personnalités. Non, c'est-à-dire les ordonnateurs de la dépense, dans le cadre de la gestion du Covid, étaient des membres, membres du gouvernement d'après le décret du Premier ministre portant répartition de ces fonds. Donc, ce qui voudrait dire que, et vous savez très bien que sur le plan du constitutionnel, pour pouvoir entendre un membre du gouvernement en exercice, il faut une juridiction spéciale. Donc, ce qui voudrait dire que le président demande à ce qu'il y ait une possibilité du contradictoire. Parce que entre la charge, il faut aussi le contradictoire. Parce que la justice fonctionne sur la base d'un système d'accusation et de défense. Et ensuite, maintenant, il y aura donc une décision qui sortira à la suite des plaidoiries. Je pense que c'est comme ça, le système justice. Vous avez vu tout le mal que le docteur Essoma a eu à pouvoir lui-même définir auteur, co-auteur, complice. Parce il a eu du mal à définir? Non, c'est-à-dire il a défini théoriquement, mais maintenant sur les faits et sur la base du judiciaire, il faut les éléments de preuve matérielle. Voilà, lui, on comprend que l'auteur n'a pas eu. Pour vous, les auteurs, co-auteurs, c'est donc qui? Non, c'est-à-dire que la notion d'auteur, co-auteur et complice va se dégager à l'issue maintenant. Des enquêtes et à l'issue de la procédure judiciaire. Parce qu'en réalité, nous sommes sur une notion de la présomption d'innocence et non une notion de la présomption de culpabilité. Étant donc convaincu sur ce principe-là, ça voudrait dire que personne n'est auteur,
Personne n'est co-auteur en ce moment, personne n'est complice pour l'instant au stade où nous en sommes parce que l'affaire est pendante en justice et qu'il n'y a pas encore une décision définitive. Partons donc sur ce fait. Nous pouvons maintenant également voir quelque chose de très important. Le FMI qui nous a accordé cette facilité de crédit spécial vient de nous renouveler sa confiance. J'ai envie de vous poser une question, à mi-étape aussi. Oui. Pourquoi certains ministres indexés dans ce rapport d'étape ont balancé des documents pour dire que non, on n'a rien géré, on n'a pas géré les fonds? Je ne sais pas si... Vous avez vu tous ces documents qui ont circulé? Tout comme par exemple le rapport de la Chambre des comptes a circulé. Est-ce que nous sommes les destinataires du rapport de la Chambre des comptes, honnêtement? Honnêtement, le rapport de la Chambre des comptes est destiné à l'Assemblée nationale, le président de la République. Non, l'engagement du Cameroun, c'est de rendre ce rapport public. Qu'entendez-vous donc par public? Mais on parle on rend un rapport définitif, final, public, pas un rapport d'étape. Donc ce qui voudrait aussi dire que autant que nous avons pu avoir des fuites du rapport d'étape de la Chambre des comptes, autant nous pouvons également avoir des fuites, des éléments de preuve matérielles. C'est une synthèse du rapport général. Mais c'est la Chambre des comptes même qui écrit. La Chambre des comptes est une juridiction. Oui. Elle ne rend pas, elle n'est pas pour produire le rapport, mais elle est là pour produire des décisions. Docteur Illusion Sombal le sait. Donc ce qui voudrait dire que est-ce que vous avez vu une décision de la Chambre des comptes à ce stade? Du tout. On n'a pas vu. Donc, ce qui voudrait dire que... nous sommes sur le premier rapport d'audit, comme c'est intitulé. Voilà. Donc, on ne parle pas de décision. Ce rapport d'audit est un rapport d'étape et qui est à charge. Alors, il fallait maintenant le contradictoire. Le contradictoire, ce sont les auditions qui sont en cours et qui ont démarré. À partir de ce moment-là, il y a dans la possibilité maintenant d'apporter des éléments de preuve, de contre-preuve, ou bien de pouvoir s'expliquer sur ceci ou sur cela. Donc c'est pour cela que j'invite les uns les autres à être un tout petit peu prudents dans la notion d'auteur, co-auteur et complice, parce qu'en réalité, tant que la justice n'a pas encore rendu sa copie, l'affaire est pendante en justice, la notion de présomption d'innocence doit toujours prévaloir. Donc j'étais aussi en train de vouloir prendre quelques éléments qui sont des clichés, qui peuvent nous amener quand même à nous féliciter que, de un, les facilités de crédit, c'était pour pouvoir lutter contre la pandémie. Le Cameroun est cité un exemple par l'OMS. Et le Cameroun est cité un exemple à travers le monde parmi les pays qui ont une bonne résilience dans le cadre donc, de la progression de la maladie, de la maîtrise du taux de létalité et même de la contingence de la maladie et de la prévention. C'est un élément. Mais ceci est au crédit du président de la République qui a édicté les mesures barrières. Une fois ceci étant fait, il est tout à fait normal qu'après avoir reçu un rapport d'étape d'une Chambre des comptes, qu'on puisse maintenant en arriver à la phase où on dit venez aussi nous faire permettre de comprendre ce rapport d'étape qui est un rapport à charge. C'est de ça dont il est question pour nous. Le RDPC, quant à lui reste très attentif et par rapport au déroulé de cette situation, nous avons confiance entièrement à notre justice qui est indépendante et puis nous attendons qu'une décision définitive soit rendue par cette juridiction. À partir de ce moment-là, nous pourrons nous tous apprécier ce type de rapport. Léon, Toto, parler d'auteur, d'abord, de co-auteur et de complice. J'ai suivi Jean-Claude Youth, je ne faisais que sourire parce que je vois que son talent se rapproche de plus en plus de celui de Silvio Berlusconi. Il est fort dans ses envolées. Vraiment, je crois que c'est très difficile de défendre la mafia. Il est tout autant embêté. Et dans cette affaire, moi, j'ai remarqué une chose. D'abord, le courrier que vous avez lu du secrétaire général présidence de la République qui s'adressait au ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre d'État. Le ministre d'État lui a fait un autre courrier le 22 avril, c'est-à-dire 17 jours après, où il lui demandait de lui donner les éléments sur la base desquels il s'appuie. Il lui demandait de faire parvenir les pièces d'investigation de la haute juridiction. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore la suite, de manière même par fuite, nous ne savons pas si cela a été fait, mais nous savons que les auditions sont en cours. Plus tard, vous avez quand il y a eu la fuite du document de la Chambre des comptes, certains ont voulu nier que c'était un document tout à fait... Qui n'était pas signé. Ils ont voulu nier. Non, ils disent que c'est pas signé. Voilà. Le ministre de la Communication a fait une sortie, je crois, en date du 28 mai, où lui, par sa communication, il confirme qu'il y a bel et bien un rapport de la Chambre des comptes et qu'il y a des auditions qui sont en cours, dont le débat a été clos là-dessus. Maintenant, parlant de auteur, co-acteur et complice,
Je crois que nous sommes là dans une chaîne. Moi, le dossier Medellín m'intéresse beaucoup parce qu'il me rappelle un autre, celui des MA60. C'est parce que vous vous en rappelez, en 2015, je crois, à l'époque, c'est Robin qui était ministre des Transports. Les MA60, c'est 2 avions que la CAMER avait acquis par un mécanisme dont seul le gouvernement a le secret. Oui. C'est-à-dire, un matin, on a demandé la proforma des MA60. La proforma qui a été présentée à l'Assemblée nationale était de 9 milliards. Au moment où la facture est arrivée, quand on se rend compte dans les comptes de l'État, on se rend compte qu'on a dépensé 34 milliards pour 2 avions qui à la base étaient à 9 milliards. Et que les Chinois nous ont même donné un 3e avion. C'est-à-dire tellement le marché était bon, ils ont été comptés, ils ont donné un 3e avion. Et vous allez voir que dans le cas Medellín, voilà une société qui a été créée en 2017, qui n'a chiffre d'affaires 0 jusqu'en 2020, qui subitement se retrouve avec un marché de milliards. Ils ont déjà encaissé, je crois, 24 milliards ou 26 si je ne me trompe pas. Et ils réclament encore l'État du Cameroun 8 milliards. Et là, dans ce rapport, vous lisez, on vous dit là que par exemple, Medellín nous a proposé les ambulances dans un des marchés à 55 millions, qui est un Camerounais qui a proposé les ambulances, même type, c'est-à-dire les mêmes caractéristiques, tout, à 16 millions, mais on a choisi de travailler avec Medellín. La question est de se poser, est-ce qu'il y a peu de prise d'intérêt? Est-ce qu'il y a pourquoi ils ont agi ainsi? Et moi je dis, je ne suis pas magistrat, mais je crois que la chose la plus logique, c'est de débusquer celui qui a mené Medellín au Cameroun. Parce que si vous trouvez la personne qui a mené Medellín au Cameroun, vous allez retrouver toute la chaîne de la mafia qui s'est passée dans cette affaire. Et là, c'est les complices? Bien sûr, bien sûr. Medellín a juste agi, c'est-à-dire c'est comme vous, je peux avoir, je suis par exemple responsable d'une entreprise, je ne peux pas poser les actes de marché. Dans mon entreprise, je vous fais appel, je vous dis venez, voilà un marché, après on se distribue de l'argent, je prends les décisions pour vous, là c'est la prise d'intérêt et derrière il y a une malversation financière parce qu'il y a les surfacturations et autres. Et il y a dans ce rapport, vous lisez qu'il y a par exemple le ministère de la Recherche scientifique où on a vu sur les caméras de Kinos et bien d'autres caméras, la ministre de la Recherche scientifique qui a dit qu'on pouvait fabriquer 6000 comprimés par jour. Mais on vous dit là disant que les comprimés étaient importés de l'Inde et ils ont juste été conditionnés au Cameroun. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Je n'ai pas envie de me transformer en procureur. Je dis oui, il y a la présomption d'innocence, mais il y a une forte suspicion de malversation financière. Et nous espérons, nous comptons sur la justice pour aller au bout. Et j'interpelle les magistrats. Parce que dans cette affaire, moi je crois quand même que dans un pays sérieux, normal, ce n'est pas le président de la République qui devait me faire l'instruction. Un magistrat, dès l'instant où il y a la fuite de documents à la Chambre des comptes, il devait saisir la Chambre des comptes pour authentifier d'abord le document, demander ce document est authentique. Si la Chambre des comptes dit ce document est authentique, il demande le rapport, il voit le rapport et puis il met une instruction. Rappelez-vous de l'affaire Elf en France en 97 ou en 96 si je me rappelle bien. Eva Joly était magistrate. C'est elle, l'affaire Elf qui a éclaboussé la France, le Congo, tous les pays, le réseau France-Afrique. C'est un magistrat. Elle n'a pas eu besoin d'attendre l'instruction de la présidence de l'Élysée. Non, elle a fait son travail. Donc moi je pense dans cette affaire que les magistrats aillent jusqu'au bout. Et si des gens ont volé de l'argent, que ce soit l'argent qui soit venu du FMI ou du Cameroun, lui n'a pas eu de marché. Je ne sais pas pourquoi ils sont obligés de défendre. Qu'il laisse ceux qui ont les marchés venir se défendre. Donc si des gens ont pris de l'argent dans cette affaire, qu'on applique la loi, qu'on les sanctionne. Et je rappelle qu'au Cameroun jusqu'à présent, la peine de mort reste encore dans notre code pénal. C'est pas parce qu'on ne l'applique pas, il faut que les gens fassent attention. Parce que cette affaire, ça frise même un crime contre l'humanité. Ça, c'est du terrorisme économique, c'est comme ça que je qualifie. C'est du terrorisme économique qu'on vit dans ce pays. Et vous avez posé la question par rapport au président de la République. C'est le président de la République au congrès du RDPC en 2000. Oh non, pardon, le président du RDPC, parce que là-bas, c'était le président du parti qui s'adressait à ses militants. Il a dit que tous ceux qui vont toucher à la fortune publique, ils vont rendre gorge. Je me rappelle encore de ces images. Et le président, aujourd'hui, en tant que président de la République, il doit veiller aux intérêts du Cameroun. Il a déjà peut-être même 2 gouvernements en prison. Ils ont une section du RDPC en Kondengui, l'autre ici à Youbé. Mais s'il faut que d'autres aillent en prison parce qu'ils ont porté atteinte à la fortune publique, qu'il ait la froideur nécessaire en tant que chef de l'État de frapper le poing sur la table et d'exiger que la justice soit faite. Voilà, Dr Lison Isomba, face à tout ça, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, blanchit la présomption d'innocence. Il ne faut pas jeter comme ça la vindicte populaire, ce sont ces expressions. Ces membres du gouvernement et autres personnalités qui ont été entendues, soit au Consupé, soit à la Chambre des comptes de la Cour suprême.
Oui, ça j'en ai tout. Je crois que M. Luc m'a un peu interpellé. Il a indiqué tout à l'heure que j'ai eu la peine. J'ai défini de manière laborieuse des notions aussi basiques. Et ça m'amuse parce que je l'ai très bien dit qu'un auteur, c'est celui qui commet personnellement une infraction. Je l'ai dit, et c'est ça, on peut ouvrir le code pénal, on le voit. Un co-auteur, c'est celui qui participe à la commission d'une infraction avec autrui. Et un complice, c'est celui qui intervient de manière intellectuelle, en mettant par exemple ses idées pour la commission de cette infraction. Je pense que c'est suffisamment clair. Je n'ai pas envie de rentrer dans les expressions, voilà, pour perdre nos téléspectateurs, parce que j'ai d'abord une mission pédagogique sur ce plateau. Alors, quand vous regardez bien la sortie du ministre de la Communication, ça traduit le malaise. Ça traduit le malaise parce que dit-on très souvent que le silence est d'or et la parole est d'argent. Alors, mais quand vous voyez tout un ministre de la Communication sortir, le porte-parole du gouvernement, porte-parole du gouvernement, ce qui veut tout simplement dire que ils sentent que, parce que comme il l'a dit tout à l'heure, nous sommes ici dans une infraction de criminalité de haut vol. Parce que quand vous avez les délits, vous avez les délits, les contraventions et les crimes, nous sommes là techniquement dans ce que j'appellerais un crime touchant l'ordre public économique. Et c'est extrêmement grave. Tout à l'heure, vous avez vu, je suis parti dans le raisonnement en indiquant que un pays ne peut fonctionner sans des ressources financières. Et d'ailleurs, c'est Jean Baudin qui disait que l'argent, c'est le nerf de la République. Et si aujourd'hui, vous voyez donc un ministre de la République sortir, de la Communication sortir, c'est justement parce qu'il se rend compte au sommet de l'État que si en réalité rien n'est fait, d'ailleurs pour apaiser, vous voyez, il joue déjà avec l'OTAN. Vous savez, l'OTAN a son rôle d'apaisement. Parce que l'OTAN aussi peut permettre des jours dilatoires, que tellement le peuple va attendre que... On brandit la présomption et il n'y a rien. Et je suis quand même rassuré du communiqué du ministre, parce que vers la fin, il évoque quelques éléments qui m'intéressent. Il dit que le Cameroun est un état de droit. Ça m'intéresse de savoir cela. Et il évoque en disant que les procédures seront respectées, qu'il faille faire confiance à la justice. Et c'est encore un élément très fort, parce que faire confiance à la justice, eux-mêmes ils savent que notre justice n'est pas crédible. Et le ministre, dans cette sortie, l'indique fortement en disant que non, pour cette fois-ci, nous allons faire confiance à la justice camerounaise. Alors, c'est pour dire quoi? Première chose, c'est Jean Lautou, le président de la République veut avoir une suite dans cette affaire. C'est la raison pour laquelle il insiste de manière ferme que des enquêtes judiciaires doivent être engagées. Parce qu'en l'état actuel, on a dit, c'est un rapport... Est-ce que vous comprenez, Dr. Lizo Issoumba, est-ce que vous comprenez, il y a des gens qui disent que ce n'est pas signé, ils ne reconnaissent même pas ce document-là. Tout ça participe de quoi? Bien entendu, on veut faire une diversion et on veut minorer, les prérogatives ou bien le rôle de la Chambre des comptes. Je vous l'ai dit ici la dernière fois que, à un moment donné, on ignore la mise en place de nos institutions. Vous voyez aujourd'hui que, pour une fois que la Chambre des comptes a fait un rapport, je vous ai d'abord indiqué qu'il faudrait même qu'on mette en place les tribunaux régionaux des comptes qui vont travailler en premier ressort. Parce que quand vous regardez le travail de la Chambre des comptes, elle rend ce qu'on appelle des avis. D'abord des avis provisoires. Et lorsque le processus du contradictoire est assuré, la Chambre des comptes rend des avis définitifs. Et à partir de là, on se rend bien compte que sur la base de rapports d'étape, le président de la République estime que c'est déjà suffisant pour engager les culpabilités, pour que les uns et les autres, justement, aillent maintenant se défendre devant les juridictions compétentes. Et c'est ce qui justifie cet acharnement, parce que le président de la République comprend que les citoyens, le peuple camerounais qui lui a conféré le mandat, veut voir clair dans cette histoire. Et c'est genre tout. Quand vous voyez l'éventail, co-auteur, complice, cela signifie que dans cette histoire, 180 milliards, on doit avoir au moins 450 personnes arrêtées. Je ne veux pas dire 450 personnes arrêtées dans cette histoire. C'est-à-dire que parce que je vais vous dire, il y aura cette place. Il y a quand même des gens dans cette histoire qui ont livré et les marchés ont été réceptionnés. Oui. On ne va pas accuser tout le monde. Oui. Parce qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a certaines personnes qui ont livré les marchés qui ont été réceptionnés. C'est connu. On ne va pas les citer ici. Mais maintenant, dans cette logique, vous comprenez très bien que le scandale fait tellement mal que, avec la sortie du ministre de la Communication et l'insistance... Parce qu'on veut étouffer cette affaire. C'est communiqué. C'est un scandale historique.
j'allais même dire emblématique. Ce sera difficile de... Le président demande une enquête, mais le ministre dit on ne devrait pas en parler. Comment comprendre ça? Écoutez, vous voyez aujourd'hui, je vous l'ai indiqué tout à l'heure... Le peuple n'est pas en train de juger quand même. Oui, je vous ai indiqué tout à l'heure que quand vous voyez déjà la sortie de tout un ministre d'un gouvernement, et vous voyez une insistance du chef de l'État, qui est le chef de l'exécutif, prendre à main cette affaire, c'est alors que je dis aux gens, qui a volé un œuf est venu voler un bœuf. Et quand on a déjà volé un bœuf, ce n'est plus normal dans un pays qui est en souffrance comme le Cameroun, qui est en face d'une crise sanitaire mortifère comme celle-ci, et que les uns et les autres s'amusent à juguler l'argent de l'État. C'est genre je crois que le président de la République sait que tout le peuple camerounais a un regard vif et rivé sur cette affaire, que si rien n'est fait, si le dilatoire est joué à travers le temps qui peut jouer son rôle d'apaisement, ce sera très compliqué pour l'État du Cameroun. Voilà, le temps... Oui, Jean-Claude. Oui, on ne peut pas ne pas rebondir quand même sur bon nombre de choses. Les auditions ne veulent pas dire la culpabilité. On le sait. Non, mais parce qu'il faudrait que le docteur Luzon Nsoma, qui est un juriste, sache que les mots ont des sens. L'audition ne veut pas dire culpabilité. Maintenant, lorsqu'on fait appel au contradictoire, c'est pour les auditions. Maintenant, la culpabilité, c'est la conséquence et l'analyse entre la charge et ce que les auditions ont porté vis-à-vis maintenant de la décision qui sera rendue. Il faut que cela soit clair. Autre chose, je voulais dire par exemple à mon frère Paul Youn que vous pouvez avoir la capacité de brasser une bière avec la chaîne de production, mais n'ayant pas par exemple la licence de production et d'exploitation, vous ne pouvez pas. Vous pouvez vous retrouver en situation où vous ne pouvez pas brasser cette bière. C'est pour vous dire que quoi, nous pouvons avoir une capacité, voilà l'Afrique du Sud par exemple, qui réclame par tous les mots du monde qu'on puisse lever les licences qui protègent donc la production des vaccins actuellement. Parce que l'Afrique du Sud regorge des capacités à produire des vaccins. Mais ces vaccins sont protégés sous licence actuellement. Alors, c'est pour vous dire que si un pays aussi avancé comme l'Afrique du Sud est dans cette situation, à plus forte raison, une économie intermédiaire. Donc, je voulais également dire que lorsque le docteur Luzon Nsoma dit que c'est parce qu'on sait que notre justice n'est pas crédible, mais si la justice camerounaise n'était pas crédible, on n'aurait pas les anciens membres du gouvernement qui ont été cités, qui sont bel et bien dans nos geôles en ce moment. On a Vamoul Kessa qui a 69 renvois. Ouais. Dans un pays, vous dites que la justice sera crédible. Est-ce que le renvoi voudrait dire que la décision qui a été rendue par la justice n'est pas juste? Je ne sais pas si on se comprend. Vous connaissez Paul Chouta? C'est un alerteur. Vous connaissez l'histoire de Paul Chouta? Non, je ne connais pas l'histoire de Paul Chouta. Voilà. J'ai ce cas-là de le Mirezi. Il dit chacun des gestionnaires a reçu du payeur spécialisé auprès du ministère de la Santé, détenteur des fonds Covid-19, à ce moment, une correspondance lui annonçant la mise à sa disposition de la somme affectée. Ces lettres ont directement été envoyées à chacun de ces gestionnaires sans passer par le couvert de Madame le ministre, comme l'exigeait la démarche hiérarchique. Est-ce que, dans ce cas-ci, pour le cas, parce que Madame le ministre dit qu'elle n'a pas touché les fonds, et lorsqu'on voit ces correspondances, il y a le ministre de la Santé qui est en copie, le Mirezi est en copie. Oui, Serge Alain, avant de répondre à votre question, je m'étouffe de réagir relativement à la préoccupation. Oui, sincèrement, c'est la politesse qui a voulu que je ne l'interrompe pas au moment où il était en train de parler, parce que j'ai l'impression que nous ne vivons pas dans le même pays. Pour connaître si la justice n'est pas aux autres, allez poser la question aux justiciables. Ils vont vous répondre. Ils vous diront ce qu'ils pensent de la justice camerounaise. Et vous avez dit tout à l'heure que le Cameroun est cité en exemple dans la gestion et autres. Mais vous avez oublié de dire aussi que nous avons eu un trophée de la corruption.
et que si la malgouvernance et le détournement étaient un mode de gouvernance, nous serons vous avez des leaders. Les pays les plus corrompus du monde, le Cameroun est encore là. L'histoire est là. Je suis en train de vous dire qu'il faut remonter dans l'histoire et nous rappeler également que nous avons eu cette médaille, le trophée de champion du monde de la corruption. Ça montre que les structures de lutte contre la corruption qui ont été mises sur pied par le président de la République ont fonctionné. Vous pouvez me laisser parler. Vous pouvez me laisser dérouler. Non, mais vous aurez tout votre temps. Aussi cela. Voilà, merci, c'est gentil. Alors, je disais donc que si la malgouvernance était un mode de gestion, le Cameroun aurait été un exemple à suivre. Et pour revenir donc à votre question, vous savez, nous avons déroulé suffisamment sur la question parce qu'actuellement, chacun veut se dédouaner. Ouais. La ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, elle est dans son rôle, elle cherche à renvoyer la faute sur ses collaborateurs. Sauf que le communiqué que vous avez lu tout à l'heure parle de auteur, co-auteur, complice. Vous pouvez même être auteur moral de cette infraction. Alors, quand on va faire des investigations, on saura exactement qui a fait quoi. J'ai des multiples cas où le marché a été budgétisé. Le ministère dépasse le budget. Est-ce que dans ce cas d'espèce, on ne peut pas engager la responsabilité du ministre qui est le garant? Il en est de même, je vais parler également du cas de l'acquisition des équipements de protection individuelle. Ça a été budgétisé à 2 milliards 941 millions. Mais le marché a été fait à hauteur de 23 milliards 786 millions 888 219. C'est à la page 3 du rapport de la Chambre de compte. Vous pouvez vérifier. Ça, c'est la violation. L'évolution de la maladie qui a poussé les uns les autres. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut d'abord vérifier le pourquoi, qu'est-ce qu'on met dans cette évolution à partir du contradictoire. Exactement. La phase, par exemple, d'évolution de la maladie n'était pas statique. Elle était évolutive. Elle était même à un moment donné critique et croissante. Voilà, vous aurez le temps de parole. Et allez-y, continuez, maître. Heureusement que les cris de l'hirondelle n'empêchent pas à la nuit de tomber. Voilà. Merci beaucoup. J'étais donc en train de dérouler sur cette violation de la ligne budgétaire. Je voudrais également parler du dépassement même des prix qui sont supérieurs à la mercuriale. Oui, tout à fait. Et c'est toute une commission. Et le comble de compte, c'est que la juridiction même, la Chambre des comptes, nous dit à la page 3 de son rapport qu'elle a sollicité vainement les rapports venant des responsables de groupes de travail. Donc, à l'état où nous parlons présentement, c'est difficile pour ces chambres de comptes de déterminer exactement qui sont les auteurs, qui sont les co-auteurs. Merci. On revient après le journal parce que dans un instant, Cédric Noufélé va faire son apparition pour le 20h le plus attendu de la planète. Mais avant cela, une page de pub. Retournons sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Louison Essomba, Jean-Claude Youth, Barista Dongé Corentin et Poléum. Poléum, cette autre nouvelle des enfants qui meurent après avoir consommé du condré. Et comme a dit Cédric, ils ont léché une décoction qui, ma foi, selon notre reporter Vivien Tofak, ça a été fatal pour eux. C'est déplorable déjà, mes condoléances, mes vives condoléances à la famille, mes vives et sincères condoléances à la famille éprouvée. C'est dommage que les enfants meurent dans de pareilles circonstances. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Généralement, même, il y a des petites astuces, des conseils, je devrais plutôt dire des conseils qu'on nous donne souvent, de ne pas manger un certain nombre d'aliments après d'autres. Et il y a aussi les cas aujourd'hui où vous voyez les parents donnent aux enfants des nourritures qui n'ont pas, excusez-moi l'expression, peut-être faute de moyens, mais qui n'ont pas été préparés dans des conditions saines.
Ça aussi, il faut le reconnaître. Donc maintenant, les médecins, les légistes, ils vont faire le travail, ils vont donner le diagnostic, la cause de la mort de ces enfants suite à leur repas. Une fois de plus, on doit encore perdre des pauvres enfants, des pauvres Camerounais qui sont décédés de suite de... Je sais pas, je ne sais pas comment qualifier cela sur le plan technique, mais disons de suite d'un repas qui leur a été fatal. C'est dommage. Donc, nous regrettons cela. Et Jean-Claude Youth, il y a un jeune qui a passé brillamment son concours d'entrée en 6e. Oui, c'est un compatriote qui aurait peut-être être un futur président de la République que nous avons perdu. Le RDPC présente ses sincères et vives condoléances à toute cette famille et à tous leurs proches. Nous sommes un tout petit peu gênés parce que nous sommes tous des consommateurs du Congrès. Donc, qu'on ne nous dise pas que c'est le Congrès qui est mauvais, parce que sinon, nous tous nous serons tous morts depuis, parce que le Congrès est un maire qui fait partie de nos mœurs. Maintenant, nous manipulons... Voilà. Exactement. Maintenant, nous manipulons autour de nos cuisines ou bien dans nos cuisines un certain nombre de produits qui peuvent être toxiques. Je vous prends un exemple. Lorsque vous luttez contre la dératisation ou bien contre les insectes, c'est souvent des produits assez toxiques. Et parfois même, c'est par la nourriture qu'on met un tout petit peu la rata chop d'ail et ainsi de suite. Alors, vous imaginez que si ceci se retrouve dans le repas, il est clair que ça devient mortel. Et c'est pour cela qu'on en appelle toujours à la prudence, à l'éveil parental, pour savoir que les produits véritablement toxiques doivent être très 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 éloignés, ils ne doivent pas être mis à la disposition d'un tout petit. Et nous-mêmes, parents, lorsque nous les manipulons, nous devrions prendre beaucoup de précautions, surtout au moment où nous allons faire de la cuisine. Mais quant au contraire, il restera toujours un bon menu pour nous. Dommage tout simplement qu'une substance étrangère toxique et mortelle s'est incrustée dans ce repas-là, et on ne peut qu'être indigné et comprendre la souffrance et la douleur de ces différentes familles-là. Docteur Elisa Issopa, face à ce drame qui frappe une fois de plus une famille, des jeunes qui s'en vont comme ça. Ce genre de ça fait extrêmement mal de savoir qu'en consommant un repas aussi intéressant que le congrès, surtout le congrès du chef, on s'en va d'une manière aussi brutale. Vous savez, moi, dans la petite culture dans laquelle nous sommes, on sait toujours que les grands-mères ont l'art de protéger les enfants. C'est-à-dire qu'on ne saurait imaginer que les petits-fils trouvent le décès auprès de leur grand-mère, parce que les grands-mères sont extrêmement protectrices. Donc, si un tel cas arrive, peut-être que, qui sait, je ne voudrais pas dire ici que la grand-mère puisse avoir intentionnellement envie de tuer tous ses petits-fils au même moment, non. Peut-être que dans un souci peut-être de protection, on ne sait jamais, elle a dû peut-être manipuler un produit qui ne convenait pas, et peut-être que c'est ce qui peut justifier le départ de ses enfants. Mais ça fait extrêmement mal. Vous savez, quand on parle de notre cohésion sociale, vous savez, on l'a souvent articulé sur quelque chose. C'est-à-dire que le vestimentaire, le culturel, le musical et le culinaire. Et justement, dans le culinaire, on se rend compte que si on enlève l'idée de ce que ce soit le congrès qui soit à la source ou qui soit l'élément motivateur du décès de ces enfants, ça peut friser à autre chose. Donc moi, je pense qu'il y a certainement eu une manipulation d'un produit traditionnel qui était nocif, peut-être qui a dû entraîner ces enfants dans paix à leurs âmes, et que vraiment un aliment incompatible, peut-être aussi, voilà, un aliment incompatible, qui sait. Ok. M. Ndougué, grand consommateur de congrès, vous aussi? Oui, c'est vraiment malheureux et déplorable, mais vive condoléances à l'égard de la famille si éprouvée. Voyez-vous, quand un tel drame arrive, on ne peut pas d'entrée de jeu penser à des actes criminels. Ouais. Ça peut arriver que la manipulation des produits toxiques puisse amener des petits enfants comme ceux-là de passer de vie à trepas.
Et donc l'enquête va être ouverte et puis sûrement les responsabilités vont être dégagées. On saura si c'est un acte prémédité ou bien ça s'est produit par inadvertance et puis la justice fera son travail. Okay. Docteur Luzin Isomba, les députés peuvent-ils se saisir de ce qu'on appelle aujourd'hui le Covid-Gate? Bien entendu, vous savez, tout à l'heure, je parlais de crise institutionnelle. La crise institutionnelle... Est-ce que pour une fois, les députés peuvent se saisir d'une affaire comme celle-là? On a dit qu'ils ne sont pas assez mobilisés, entre guillemets, pour la crise anglophone. Est-ce que pour le Covid-Gate, on peut entendre la voix des parlementaires? Ce genre de tout, ça me permet de plonger sur les différentes fonctions du Parlement. Un Parlement a 3 missions fondamentales. La première, qui est la plus classique, c'est l'élaboration des lois. La deuxième, qui est également classique, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. La troisième aujourd'hui, qui est plus récente, c'est le principe de représentation. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale représente le peuple et le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées et les grands corps sociopolitiques. Alors, quand vous regardez bien ces missions, vous convenez avec moi qu'il y a une qui est phare, qui est fondamentale, d'ailleurs qui s'inscrit dans une logique de l'évaluation des politiques publiques de nos gouvernants. Et à partir de là, on se rend bien compte que l'une des missions donc fondamentales qui puisse permettre donc de permettre, si vous voulez, à nos instances politiques délibérantes de fonctionner clairement, évidemment, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Et à partir de là, une des missions fondamentales, d'ailleurs, je le clame depuis, chaque fois que j'ai une possibilité d'être sur vos plateaux, de dire que même la question de la crise anglophone, on ne devait pas attendre que le gouvernement monte sur le créneau. Nos parlementaires, puisque le Parlement est le socle de la réalité sociale. C'est-à-dire que nos parlementaires doivent en réalité partir de nos problèmes sociaux pour élaborer les lois qui vont correspondre à cette réalité sociale. Ça veut donc dire que depuis 2016, il me semble que le fait simplement que la question, bien la crise anglophone ne soit pas posée sur le débat de la table au sein de notre assemblée politique délibérante pose un problème. Voilà encore que nous sommes dans un scandale j'allais dire le scandale le plus dangereux du siècle. Ça veut donc dire également que sans préjudice des procédures judiciaires, le Parlement doit engager une procédure parlementaire, j'allais dire un contrôle parlementaire à travers la mise à place d'une commission d'enquête. Et vous savez, la commission d'enquête, c'est en cela qu'on juge le degré de contrôle de l'activité gouvernementale par le Parlement. Même s'il y a un fait majoritaire que l'on constate, où le RDPC est nombreux, cela ne doit pas occulter le fait que le Parlement doit jouer son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. À partir de là, on met en place une commission d'enquête qui n'a rien à voir avec les commissions judiciaires et qui peuvent permettre de renforcer la recherche de la vérité. Et à partir de là, on se rend compte que si déjà la question de confiance ne peut pas être soulevée par le Premier ministre dès lors que on met en place un gouvernement, la seule arme fatale qui reste au profit du Parlement, c'est la motion de censure, qui peut donc se passer par la mise en place de commissions d'enquête, des questions orales et écrites ou encore des commissions ad hoc. Voilà, pour la majorité obèse du RDPC. Et du côté de l'opposition, on n'entend qu'une seule voix, Jean-Michel Nintieux. Même au sein du SDF, on a comme l'impression que le SDF a un seul député. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je voudrais dire au docteur Isomba que nous sommes là face à un grand scandale. Il y a un autre qui va arriver, c'est le CanGate. Vous vous rappelez? Oui, restons d'abord. Non, c'est juste pour dire qu'après ça, vous allez voir qu'après la CAN, on va aussi ouvrir notre dossier où les gens ont acheté. C'est vous, le président Bia? Non, est-ce qu'il n'y a que le président qui est? C'est les magistrats qui font le travail, sauf si vous me dites qu'il non, mais là, n'y a pas d'indépendance de la justice. Non, c'est le président qui instruit. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Bon, il n'a pas besoin d'instruire. Si les magistrats font le travail eux-mêmes, ils n'ont pas fait pour le Covid-19. Maintenant, pour revenir aux parlementaires, vous savez, il y a quelque chose qui est dommage au Cameroun. Je crois qu'il faudrait qu'on encourage les candidatures indépendantes, qu'on allège les conditions pour être candidat indépendant. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui... Pas être forcément porter la casquette d'un parti politique. Parce que dont les députés indépendants pourront... Non, je vous assure. Parce que quand vous écoutez, par exemple, les élus du parti au pouvoir, ils ont tous une solidarité dans cette affaire où ils vous disent que non, il faut attendre, il faut faire ceci. Non, je dis...
majorité obèse. Maintenant, oui, on peut parle peut-être s'attendre. Maintenant, quand vous venez dans l'opposition, je vous rappelle. Est-ce qu'il n'y a que Jean-Michel Ninche comme seul opposant à l'Assemblée? Même dans sa formation politique, il est le seul. Simplement parce Qu'est-ce qui se passe? Non, lui, il a été investi d'un mandat par le peuple comme les autres. Lui, il fait sa mission comme tout parlementaire devrait la faire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je voudrais dire, en 96, il a fait Mouchipouket. C'était bien une commission d'enquête parlementaire. Aujourd'hui, ici, l'honorable Jean-Michel Ninche peut-être semble, je mets ça entre guillemets, être le seul à défendre ce qui se passe actuellement, à dénoncer les affaires de la Covid-Gate. C'est tout simplement parce que peut-être lui, il a vu à l'avance ce qui se passait. Il a alerté ses autres collègues députés SDF qui, dans une action, devaient agir. Mais je vous rappelle que l'honorable aussi avait signé une motion de soutien qui a divisé ce parti. C'est-à-dire, dans cette signature, ce que moi j'avais retenu... Il n'y a pas de division. Non, il n'y a pas de division. Non, ça, c'est les discours pour arranger. Non, on dit que dans cette affaire, il n'y avait pas eu de concertation. Par exemple, ça montre qu'il n'y a pas eu une action concertée. Vous voyez que les députés de l'UDC ne se prononcent pas de manière publique, grandiose. Vous voyez que les députés du PCL, même si on entend quelques-uns essayer de dire que cette affaire, mais eux aussi, quelques-uns, on les cite sur les réseaux sociaux, qui sera accablé. Donc, l'honorable Ninche est dans la posture de celui-là qui est dans une maison où il y a ceux qui savent ce qui se passe, mais ils ne le disent pas parce qu'ils appartiennent à un bord politique qui est le parti au pouvoir. Moi, je m'adresse plus à ceux-là. Que vous avez la responsabilité vis-à-vis des Camerounais. Ce sont les Camerounais qui vous ont élus. Ce n'est pas le pouvoir exécutif qui vous a mis à l'Assemblée nationale. Vous êtes là pour servir les intérêts du peuple camerounais. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on allège les candidatures indépendantes. Le docteur Soumba, qui est ici à côté de moi, sera un excellent député. Parce que le fait d'appartenir souvent à un parti politique, notamment quand on est au pouvoir, ça oblige à avoir un certain droit de réserve. Et c'est là où moi je condamne ceux qui sont du RDPC. Ils doivent comprendre à un moment que c'est les intérêts du peuple, du Cameroun d'abord. Ils sont investis d'un mandat comme le président de la République, comme les maires, comme tous les autres. Et ils savent, et ils ont l'humilité parlementaire pour agir au nom du peuple. Il faut que les députés de la majorité, tant de que sont eux qui sont de la majorité, qu'ils agissent. Et je félicite encore l'honorable Ninche une fois de plus parce qu'il est celui-là au sein de l'Assemblée nationale qui a eu le courage de dire qu'il y a cette affaire de Covid-Gate. Nous ne pouvons pas laisser les fonds, que ce soit pour le Cameroun, les fonds qui sont venus de l'étranger, être dilapidés ainsi. Et je crois que cette affaire, ça va aller jusqu'au bout. Jean-Michel Ninche, le seul à réclamer à Conakry cette commission d'enquête parlementaire et les autres de l'opposition. Oui, Serge Chalin, c'est une question assez intéressante dans la mesure où l'espoir de tout Camerounais qui aime le Cameroun présentement, c'est de voir ces députés sortir de leur coma. Excusez-moi de l'appeler ainsi parce que de la CAN jusqu'à la Covid-Gate, on n'a pas entendu, à part l'honorable Jean-Michel Ninche, un député blanchi. Ça s'explique. Chez nous, au Cameroun, on dit la bouche qui mange ne parle pas. On espère que cette solidarité, pour une fois de plus, va s'estomper et que ces députés que nous avons pris le soin d'envoyer à l'Assemblée nationale puissent pour une fois parler pour le compte et au nom du peuple camerounais. Cela sera davantage intéressant dans la mesure où nous avons envie, Serge Alain, de rappeler à ces députés qui sont partis à l'Assemblée nationale pour protéger leurs affaires que le député n'est pas là pour gagner uniquement, du moins il n'est pas là pour gagner les marchés. Il est là pour représenter le peuple, défendre le peuple qu'il a envoyé à l'Assemblée nationale. Le député n'est pas à l'Assemblée nationale pour une bataille alimentaire. Le député n'est pas à l'Assemblée nationale pour une bataille vestimentaire. Le député est à l'Assemblée pour défendre le peuple pour qui il est élu. Maintenant, quand tous ces équivoques seront levés, je crois, ma foi, que attendre une action de ces mêmes députés qui n'ont pas blanchi, c'est comme chercher les poux sur une chevelure rasée à nu. Je serais très surpris, mais j'espère quand même être surpris que ces députés puissent faire quelque chose au nom du peuple camerounais. Ce sont nos parents. Nous sommes dans un pays où nous sommes représentés par des vieux de plus de 70 ans. Cela veut dire qu'à l'instant, ils vivent les bonus de Dieu.
Mais vraiment, chers députés, ayez la gentillesse ou bien la volonté de nous laisser au moins sur le minimum de ce que ce pays était il y a de cela 40 ou 50 ans. Voilà, Jean-Claude Youth, de plus en plus, on entend, depuis que le ministre Sadi a fait sa sortie le 28 mai, tous vos représentants s'appuient sur... il faut laisser la justice faire son boulot, la présomption d'innocence. Pourquoi seulement sur cette affaire? On a connu plusieurs affaires avant. La notion de présomption d'innocence... Mais elle est très développée par vos camarades pour cette histoire de Covid. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un principe qu'il faut toujours respecter et avoir à l'esprit qu'on est. Les affaires on avant, est toujours présumé innocent avant une décision judiciaire. Il y a d'autres qui étaient arrêtés. Mais par contre, Jean-Claude Youth, il y a des... C'est pas la première affaire. Vous vous souvenez, il y a des affaires avant. Une présomption à telle chercheuse, disons. Il peut avoir... cette fois-ci... pour ne pas être hors sujet actuellement, et que nous sommes dans ce que les uns et les autres sont en train d'appeler Covid-Gate, j'ai besoin de rappeler... vous appelez ça quoi? Non, mais c'est tout simplement une instruction judiciaire qui est en cours. Ça va s'appeler Covid-Gate de par les conséquences et les décisions. Et quand il y aura les conséquences des décisions, pour l'instant, il n'y en a pas encore. J'ai besoin de rappeler une disposition. Souvenez-vous du décret du Premier ministre portant aux répartitions des fonds Covid. Ouais. Il y a une disposition, un article vers la fin de cette répartition qui dit que la Chambre des comptes est l'institution qui sera même de pouvoir auditer les comptes. Alors aujourd'hui, lorsqu'on est en train de vouloir attribuer une paternité à l'honorable Jean-Michel Onitieux pour avoir été le premier, je ne sais pas, à réclamer une enquête, nous tombons de nez. Parce que nous disons tout simplement que les uns et les autres aillent lire ce décret du Premier ministre qui disposait déjà que les uns et les autres qui sont appelés à gérer ces fonds publics, qui sachent que l'audit des comptes sera fait par la Chambre des comptes. Donc, ce n'est pas une création de l'honorable Jean-Michel Onitieux. Ça, c'est de un. Et de deux, lorsqu'une enquête judiciaire est en cours et pendante, pourquoi se retrouver en train de procéder encore aux auditions parlementaires? Nous avons par exemple observé en France, lorsque la première vague du Covid est terminée, le Parlement français a eu à auditer l'ensemble des acteurs de la chaîne. Mais ça, est-ce que le contrôle doit-il être a priori ou a posteriori? C'est de ça dont il est question. Alors, donc, nous disons que lorsque la justice, dont nous avons confiance en elle, fera son travail et sortira ses décisions. Si maintenant un certain nombre de membres du gouvernement sont reconnus coupables, donc personne, même au RDPC, nous n'avons pas du tout l'intention de pouvoir cacher quoi que ce soit. La preuve, c'est une volonté du président de la République de pouvoir ouvrir ces enquêtes. Ça montre que même au plus haut sommet de l'État, il n'y a pas une volonté de cacher quoi que ce soit. Mais nous disons tout simplement que c'est lorsque la justice qui s'est saisie de l'affaire, du dossier, va donc rendre sa décision. Après maintenant, si les parlementaires ont besoin de compléments d'informations sur un certain nombre de choses, ils seront bel et bien dans leur rôle du contrôle de l'action gouvernementale. C'est de ça dont il est question. C'est Jalin. Oui, je voudrais préciser à M. Ayoub, Jean-Claude Youth, oui, que nous avons dit, et nous continuons à le dire, que cette enquête, l'audit vient de la Chambre des comptes qui est la crème des magistrats au Cameroun. Alors, je vais vous prendre quelques exemples. Dans ce rapport, nous lisons qu'il y a 2000 combinaisons défectueuses qui ont été livrées à l'Est par le ministère de la Santé. Et que ces combinaisons défectueuses ont été signalées à travers la correspondance du 28 janvier 2020. Également, nous avons dans le renforcement des mesures barrières, ça a été budgétisé à 70 millions. Mais sur le terrain, on a dépensé 384 millions et poussière. Cela veut dire qu'il y a un dépassement de presque 300 millions. Les cas sont légion. Le prix des tests médical, on va revenir à la même chose. C'est un rapport d'étape à charge. Ensuite, on a dit qu'il y a deux éléments. La maladie a progressé. Et puis, on a besoin de savoir la situation contradictoire. C'est là où on peut réciter à l'infini tous les paragraphes du rapport. Et on va revenir à la même conclusion. Où est le contradictoire? Ce que je dis, je vais lui prouver par plus qu'il a tort. Vous savez pourquoi?
L'année dernière, il y a une révision budgétaire. C'est-à-dire que, rappelez-vous qu'il y a eu, je crois que c'était en juin de l'année dernière, il y avait une révision budgétaire par rapport à la Covid. Parce que le budget qui avait été voté en 2019 pour l'exercice 2020, il ne pouvait pas supporter les charges de la Covid. On a revu le budget. Donc, venir ici mentionner le fait qu'il y a eu un dépassement, que ça justifie, c'est faux. Ça veut dire c'est faux. C'est raison le tien. Pour le moment, il y a la révision budgétaire. De la loi rectificative. Ensuite, je voudrais justement, c'était même la loi rectificative sur proposition du président de la République. Ouais. Je voudrais ajouter une chose. L'honorable Jean-Michel Nithieu, on ne le félicite pas parce qu'il y a l'audit. Non. On le félicite parce qu'il a alerté. Il y a une différence entre vous. Il peut avoir audit, mais vous ne faites pas votre rôle de parlementaire de signaler qu'il peut avoir des indélicatesses. Et c'est là où on le félicite d'alerter. C'est pas parce qu'on a dit qu'il devait. C'est pas ça. Oui, c'est rapidement. Ce qui est intéressant qu'il faille relever, c'est que une enquête parlementaire n'exclut pas une enquête judiciaire. Tout à fait. Ça, il faut le dire. Et maintenant, autre chose qu'il faille relever, c'est que en réalité, dans ce pays, l'enquête parlementaire a même plus du poids politique. Parce que c'est un organe politique qui contrôle l'activité gouvernementale. Nous sommes là dans l'ensemble de contrôle de l'activité gouvernementale. Donc, cela n'exclut pas. Et autre chose, quand vous voyez l'auteur, co-auteur, complice, en réalité, ce qui est gênant dans le code pénal, c'est que tous subissent la même sanction. Vous voyez? Donc, ils doivent faire très attention. C'est-à-dire le complice sera sanctionné aussi sévèrement que l'auteur et le co-auteur. Donc, il fallait le relever pour cette émission. Mais c'est la même notion du voleur et du receleur. Donc, la même notion du voleur et du receleur. Oui, c'est pas nouveau. Et ils sont déjà des personnes. Non, on va pas. On attend justement que la justice fasse son travail et on attend les décisions de cette justice. Et nous faisons confiance à cette justice. Votre section va encore s'agrandir. Ok, merci Dr. Lucien Isoba d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci pour les Youm. Merci pour le siège. Thank you, Barista. It was a great pleasure. Ok. Merci Jean-Claude. Le RDPC vous remercie d'avoir convié une fois de plus sur votre plateau. Et c'est le président Biya qui nomme les ministres, les proviseurs, c'est lui qui nomme aussi les ministres qui sont en prison. C'est ça comme précision. Le président de la République nomme aux plus hautes fonctions de la République, c'est constitutionnel. Tout à fait. Bien, j'ajoute aussi, je félicite à la suite de Youm, madame le proviseur du lycée de Bépanda, où mon fils est sorti major de ce concours. Voilà, tel père, tel fils. Justement. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro, le premier de la semaine, et qui nous soit, on se retrouve demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Bamenjou.